Le chien jaune. Le chien sans maître. Chapitre 1. Vendredi 7 novembre. Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville, qu'on aperçoit au-dessus des remparts, marque 11h moins 5. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filés à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les 3 fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu du ressac. Un déclic à l'horloge qui va sonner 11h. La porte de l'hôtel de l'Amiral s'ouvre. Un homme paraît qui continue à parler un instant par l'entrebâillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe, agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guilleré, mal assuré sur ses jambes, et qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher, et son chapeau qui fuit le long du trottoir. 10 allumettes s'éteignent, et l'homme au chapeau melon avise un seuil de 2 marches, s'y abrite, se penche. Une lueur tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête? Il n'en est pas sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur le phoque dont les claquements l'irritent. 1 minute, 2 minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne qui n'a pas bougé. Par contre, un chien, venu on ne sait d'où, est là, qui le renifle. C'est seulement à ce moment que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, dira le douanier au cours de l'enquête. Les allées et venues qui succédèrent à cette scène sont plus difficiles à établir dans un ordre chronologique rigoureux. Le douanier s'avance vers l'homme couché, peu rassuré par la présence du chien, une grosse bête jaune et hargneuse. Il y a un bec de gaz à 8 mètres. D'abord, le fonctionnaire ne voit rien d'anormal, puis il remarque qu'il y a un trou dans le par-dessus de l'ivrogne et que de ce trou sort un liquide épais. Alors il court à l'hôtel de l'Amiral. Le café est presque vide. Accoudée à la caisse, une fille de salle. Près d'une table de marbre, 2 hommes achèvent leur cigare, renversés en arrière, jambes étendues. « Vite, un crime! Je ne sais pas !» Le douanier se retourne. Le chien jaune est rentré sur ses talons et s'est couché aux pieds de la fille de salle. Il y a du flottement, un vague effroi dans l'air. « Votre ami qui vient de sortir !» Quelques instants plus tard, ils sont 3 à se pencher sur le corps qui n'a pas changé de place. La mairie, où se trouve le poste de police, est à 2 pas. Le douanier préfère s'agiter. Il s'y précipite haletant, puis se suspend à la sonnette d'un médecin. Et il répète sans pouvoir se débarrasser de cette vision. Il a vacillé en arrière comme un ivrogne, et il a fait au moins 3 pas de la sorte. 5 hommes, 6, 7, et des fenêtres qui s'ouvrent un peu partout, des chuchotements. Le médecin, agenouillé dans la boue, déclare « Une balle tirée à bout portant, en plein ventre. Il faut opérer d'urgence. Qu'on téléphone à l'hôpital. » Tout le monde a reconnu le blessé. Monsieur Mostangan, le principal négociant en vin de Concarneau, un bon gros qui n'a que des amis. Les 2 policiers en uniforme, il y en a un qui n'a pas trouvé son képi,
ne savent par quel bout commencer l'enquête. Quelqu'un parle, monsieur Le Pommeraye, qu'à son allure et à sa voix, on reconnaît immédiatement pour un notable. Nous avons fait une partie de cartes ensemble au café de l'Amiral avec Servière et le docteur Michou. Le docteur est parti le premier, voilà une demi-heure. Mostaganem, qui a peur de sa femme, nous a quittés sur le coup de 11 heures. Incident tragicomique. Tout s'écoute, monsieur Le Pommeraye. On oublie le blessé. Et le voici qui ouvre les yeux, essaie de se soulever, murmure une voix étonnée, si douce, si fluette, que la fille de salle éclate d'un rire nerveux. Qu'est-ce que c'est? Mais un spasme le secoue. Ses lèvres s'agitent, ses muscles du visage se contractent, tandis que le médecin prépare sa seringue pour une piqûre. Le chien jaune circule entre les jambes. Quelqu'un s'étonne. « Vous connaissez cette bête ?»« Je ne l'ai jamais vue. »« Sans doute un chien de bateau ?» Dans l'atmosphère de drame, ce chien a quelque chose d'inquiétant. Peut-être sa couleur d'un jaune sale. Il est haut sur pattes, très maigre, et sa grosse tête rappelle à la fois le matin et le dogue d'Ulm. À 5 mètres du groupe, les policiers interrogent le douanier, qui est le seul témoin de l'événement. On regarde le seuil de 2 marches. C'est le seuil d'une grosse maison bourgeoise dont les volets sont clos. À droite de la porte, une affiche de notaire annonce la vente publique de l'immeuble pour le 18 novembre. Mise à prix 80 000 francs. Un sergent de ville chipote longtemps sans parvenir à forcer la serrure, et c'est le patron du garage voisin qui la fait sauter à l'aide d'un tournevis. La voiture d'ambulance arrive. On hisse M. Mostaganem sur une civière. Les curieux n'ont plus d'autre ressource que de contempler la maison vide. Elle est inhabitée depuis 1 an. Dans le corridor règne une lourde odeur de poudre et de tabac. Une lampe de poche éclaire sur les dalles du sol des cendres de cigarettes et des traces de boue qui prouvent que quelqu'un est resté assez longtemps à guetter derrière la porte. Un homme qui n'a qu'un par-dessus sur son pyjama dit à sa femme « Viens, il n'y a plus rien à voir. Nous apprendrons le reste demain par le journal. Monsieur Servière est là. » Servière est un petit personnage grassouillé, en patelot mastic, qui se trouvait avec monsieur Le Pommeraye à l'hôtel de l'Amiral. Il est rédacteur au Phare de Brest, où il publie entre autres chaque dimanche une chronique humoristique. Il prend des notes, donne des indications, sinon des ordres, aux 2 policiers. Les portes qui s'ouvrent sur le corridor sont fermées à clé. Celle du fond, qui donne accès à un jardin, est ouverte. Le jardin est entouré d'un mur qui n'a pas 1,50 m de haut. De l'autre côté de ce mur, c'est une ruelle qui débouche sur le quai de l'Aiguillon. « L'assassin est parti par là !» annonce Jean Servière. C'est le lendemain que Maigret établit tant bien que mal ce résumé des événements. Depuis 1 mois, il était détaché à la brigade mobile de Rennes, où certains services étaient à réorganiser. Il avait reçu un coup de téléphone alarmé du maire de Concarneau. Et il était arrivé dans cette ville en compagnie de Leroy, un inspecteur avec qui il n'avait pas encore travaillé. La tempête n'avait pas cessé. Certaines bourrasques faisaient crever sur la ville de gros nuages qui tombaient en pluie glacée. Aucun bateau ne sortait du port et on parlait d'un vapeur en difficulté au large d'Églénan. Maigret s'installa naturellement à l'hôtel de l'Amiral, qui est le meilleur de la ville. Il était 5 heures de l'après-midi et la nuit venait de tomber quand il pénétra dans le café, une longue salle assez morne, au plancher gris semé de sciures de bois, aux tables de marbre qu'attristent encore les vitraux verts des fenêtres. Plusieurs tables étaient occupées, mais au premier coup d'œil, on reconnaissait celles des habitués, les clients sérieux dont les autres essayaient d'entendre la conversation. Quelqu'un se leva, d'ailleurs, à cette table, un homme au visage poupin, à l'œil rond, à la lèvre souriante. « Commissaire Maigret ? Mon bon ami le maire m'a annoncé votre arrivée. J'ai souvent entendu parler de vous. Permettez que je me présente. Jean Servière. Vous êtes de Paris, n'est-ce pas ? Moi aussi. J'ai été longtemps directeur de la Vache Rousse à Montmartre. J'ai collaboré au Petit Parisien, à Excelsior, à la Dépêche. J'ai connu intimement un de vos chefs, ce brave Bertrand, qui a pris sa retraite l'an dernier pour aller planter ses choux dans la Nièvre. Et j'ai fait comme lui. Je suis pour ainsi dire retiré de la vie publique.
Je collabore pour m'amuser au phare de Brest. » Il sautillait, gesticulait. « Venez donc, que je vous présente notre tablé, le dernier carré des joyeux garçons de Concarneau. Voici le Pommerais, impénitent, coureur de filles, rentier de son état et vice-consul du Danemark. » L'homme qui se leva et tendit la main était en tenue de gentilhomme campagnard, culotte de cheval à carreaux, guêtre moulée, sans un grain de boue, cravate plastron en piqué blanc. Il avait de jolies moustaches argentées, des cheveux bien lissés, un teint clair et des joues ornées de coupes roses. « Enchanté, commissaire !» Et Jean Servière continuait. « Le docteur Michou, le fils de l'ancien député. Il n'est d'ailleurs médecin que sur le papier, car il n'a jamais pratiqué. Vous verrez qu'il finira par vous vendre du terrain. Il est propriétaire du plus beau lotissement de Concarneau et peut-être de Bretagne. » Une main froide, un visage en larmes de couteau, au nez de travers, des cheveux roux déjà rares, bien que le docteur n'eût pas 35 ans. « Qu'est-ce que vous buvez ?» Pendant ce temps, l'inspecteur Leroy était allé prendre langue à la mairie et à la gendarmerie. Il y avait dans l'atmosphère du café quelque chose de gris, de terne, sans qu'on pût préciser quoi. Par une porte ouverte, on apercevait la salle à manger où des serveuses en costume breton dressaient les tables pour le dîner. Le regard de Maigret tomba sur un chien jaune couché au pied de la caisse. Il leva les yeux, aperçut une jupe noire, un tablier blanc, un visage sans grâce et pourtant si attachant que pendant la conversation qui suivit, il ne cessa de l'observer. Chaque fois qu'il détournait la tête, d'ailleurs, c'était la fille de celle qui rivait sur lui son regard fiévreux. Si ce pauvre Mostaganem, qui est le meilleur bougre de la terre, à cela près qu'il a eu une peur bleue de sa femme, n'avait failli laisser sa peau, je jurerais que c'est une farce de mauvais goût. C'était Jean Servière qui parlait. Le Pommerais appelait familièrement « Emma !» et la fille de celle s'avançait. « Alors, qu'est-ce que vous prenez ?» Il y avait des demi-vides sur la table. « C'est l'heure de l'apéritif !» remarqua le journaliste. Autrement dit, l'heure du Pernod. « Des Pernods, Emma, n'est-ce pas, commissaire ?» Le docteur Michou regardait son bouton de manchette d'un air absorbé. Qui aurait pu prévoir que Mostaganem s'arrêterait sur le seuil pour allumer son cigare, poursuivait la voix sonore de Servière. Personne, n'est-ce pas? Or, le Pommerais et moi habitons de l'autre côté de la ville. Nous ne passons pas devant la maison vide. À cette heure-là, il n'y avait plus que nous trois à circuler dans les rues. Mostaganem n'est pas le type à avoir des ennemis. C'est ce qu'on appelle une bonne patte, un garçon dont toute l'ambition est d'avoir un jour la Légion d'honneur. L'opération a réussi? Il s'en tirera. Le plus drôle est que sa femme lui a fait une scène à l'hôpital, car elle est persuadée qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Vous voyez ça? Le pauvre vieux n'aurait même pas osé caresser sa dactylo par crainte des complications. « Double ration !» dit le Pommerais à la serveuse qui servait l'imitation d'absinthe. « Apporte de la glace, Emma. » Des clients sortirent car c'était l'heure du dîner. Une bourrasque pénétra par la porte ouverte, fit frémir les nappes de la salle à manger. Vous lirez le papier que j'ai écrit là-dessus et où je crois avoir étudié toutes les hypothèses. Une seule est plausible. C'est que l'on se trouve en présence d'un fou. Par exemple, nous qui connaissons toute la ville, nous ne voyons pas du tout qui pourrait avoir perdu la raison. Nous sommes ici chaque soir. Parfois le maire vient faire sa partie avec nous, ou bien Mostaganem. Ou encore on va chercher pour le bridge l'horloger qui habite quelques maisons plus loin. Et le chien? Le journaliste esquissa un geste d'ignorance. Personne ne sait d'où il sort. On a cru un moment qu'il appartenait au caboteur arrivé hier, le Sainte-Marie. Il paraît que non. Il y a bien un chien à bord, mais c'est un Terre-Neuve, tandis que je défie qui que ce soit de dire de quelle race est cette affreuse bête. Tout en parlant, il saisit une carafe d'eau, en versa dans le verre de Maigret. « Il y a longtemps que la fille de la salle est ici ?» questionna le commissaire à mi-voix. « Des années. » « Elle n'est pas sortie hier au soir ?»« Elle n'a pas bougé. Elle attendait que nous partions pour se coucher. Le Pommerais et moi nous évoquions de vieux souvenirs, des souvenirs du bon temps, quand nous étions assez beaux pour nous offrir des femmes sans argent. Pas vrai, le Pommerais? Il ne dit rien. Lorsque vous le connaîtrez mieux,
Vous comprendrez que, du moment qu'il est question de femme, il soit de taille à passer la nuit. Savez-vous comment nous appelons la maison qu'il habite en face de la halle aux poissons? La maison des turpitudes. À votre santé, commissaire, fit, non sans une certaine gêne, celui dont on parlait. Maigret remarqua au même instant que le docteur Michou, qui avait à peine desserré les dents, se penchait pour regarder son verre en transparence. Son front était plissé, son visage, naturellement décoloré, avait une expression saisissante d'inquiétude. « Un instant !» lança-t-il soudain, après avoir longtemps hésité. Il approcha le verre de ses narines, y trempa un doigt qu'il frôla du bout de la langue. Servière éclata d'un gros rire. « Bon, le voilà qui se laisse terroriser par l'histoire Mostagaine. »« Eh bien, questionna Maigret, je crois qu'il vaut mieux ne pas boire. Emma, va dire au pharmacien d'à côté d'accourir, même s'il est à table. » Cela jeta un froid. La salle parut plus vide, plus morne encore. Le Pommeraye tirailla ses moustaches avec nervosité. Le journaliste lui-même s'agita sur sa chaise. « Qu'est-ce que tu crois ?» Le docteur était sombre. Il fixait toujours son verre. Il se leva et prit lui-même dans le placard la bouteille de Pernod, la mania dans la lumière, et Maigret distingua 2 ou 3 petits grains blancs qui flottaient sur le liquide. La fille de salle rentrait, suivie du pharmacien qui avait la bouche pleine. « Écoutez, Gardivon, il faut immédiatement nous analyser le contenu de cette bouteille et des verres. Aujourd'hui ? À l'instant. Quelle réaction dois-je essayer ? Qu'est-ce que vous pensez ?» Jamais Maigret n'avait vu poindre aussi vite l'ombre pâle de la peur. Quelques instants avaient suffi. Toute la chaleur avait disparu des regards et la coupe rose semblait artificielle sur les joues de Le Pommeraye. La fille de salle s'était accoudée à la caisse et mouillait la mine d'un crayon pour aligner des chiffres dans un carnet recouvert de toile cirée noire. « Tu es fou !» essaya de lancer Servière. Cela sonna faux. Le pharmacien avait la bouteille dans une main, un verre dans l'autre. « Strychnine !» souffla le docteur. Il poussa l'autre dehors, revint, tête basse, le teint jaunâtre. « Qu'est-ce qui vous fait penser ?» commença Maigret. « Je ne sais pas, un hasard. J'ai vu un grain de poudre blanche dans mon verre, l'odeur m'a paru bizarre. »« Autosuggestion collective, affirma le journaliste, que je raconte ça demain dans mon canard et c'est la ruine de tous les bistrots du Finistère. »« Vous buvez toujours du Pernod ?»« Tous les soirs avant le dîner. Emma est tellement habituée qu'elle l'apporte dès qu'elle constate que notre demi est vide. Nous avons nos petites habitudes. Le soir, c'est du Calvados. » Maigret alla se camper devant l'armoire aux liqueurs, avisa une bouteille de Calvados. « Pas celui-là, le flacon à grosse panse. » Il le prit, le mania devant la lumière, aperçut quelques grains de poudre blanche, mais il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Les autres avaient compris. L'inspecteur Leroy, entré, annonçait d'une voix indifférente. « La gendarmerie n'a rien remarqué de suspect. Pas de rôdeur dans le pays. On ne comprend pas. » Il s'étonna du silence qui régnait, de l'angoisse compacte qui prenait à la gorge. De la fumée de tabac s'étirait autour des lampes électriques. Le billard montrait son drap verdâtre comme un gazon pelé. Il y avait des bouts de cigares par terre ainsi que quelques crachats dans la sciure. « 7 et je retiens un !» épelait Emma en mouillant la pointe de son crayon. Et, levant la tête, elle criait à la cantonade. « Je viens, madame !» Maigret bourrait sa pipe. Le docteur Michou fixait obstinément le sol et son nez paraissait plus de travers qu'auparavant. Les souliers de Le Pommeraye étaient luisants comme s'ils n'eussent jamais servi à marcher. Jean Servière haussait de temps en temps les épaules en discutant avec lui-même. Tous les regards se tournèrent vers le pharmacien quand il revint avec la bouteille et un verre vide. Il avait couru. Il était à court de souffle. À la porte, il donna un coup de pied dans le vide pour chasser quelque chose. Grommela. « Sale chien !» Et à peine dans le café. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Personne n'a bu ?»« Eh bien !»« De la strychnine, oui. On a dû la mettre dans la bouteille il y a une demi-heure à peine. » Il regarda avec effroi les verres encore pleins, les 5 hommes silencieux. « Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est inouï. J'ai bien le droit de savoir. Cette nuit, un homme qu'on tue à côté de chez moi, et aujourd'hui… » Maigret lui prit la bouteille des mains. «
Emma revenait, indifférente, montrait au-dessus de la caisse son long visage aux yeux cernés, aux lèvres minces, ses cheveux mal peignés, où le bonnet breton glissait toujours vers la gauche, bien qu'elle le remît en place à chaque instant. Le Pommerais allait et venait à grands pas en contemplant les reflets de ses chaussures. Jean Servière, immobile, fixait les verres et éclatait soudain d'une voix qu'assourdissait un sanglot d'effroi. « Tonnerre de Dieu !» Le docteur rentrait les épaules.